m'appelle Maëlle Tisser, je suis infirmière de formation. J'ai exercé essentiellement en psychiatrie et pédopsychiatrie. Et j'ai enseigné aussi aux étudiants infirmiers pendant 5 ans. Pendant ce temps-là, j'ai repris des études en parallèle de mon activité et j'ai une thèse de doctorat en sciences de l'art sur la représentation du traumatisme en cinéma. Depuis 2 ans, je travaille à la faculté de médecine en tant qu'ingénieur pédagogique sur un programme de santé numérique. Et puis depuis mai 2025, je suis chef de projet au Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public, le CI3P de la faculté de médecine de Nice. Merci Mal. Bonjour à tous, moi je m'appelle Sébastien Audibert, je suis journaliste de formation. Bon, c'est un métier que j'ai pu exercer depuis longtemps. Que dire d'autre? La maladie m'est tombée dessus à l'avant-veille de mes 55 ans. J'ai failli mourir 7 fois en l'espace de 6 mois. Et à la fin, je suis tombé sur un médecin qui travaille avec en particulier le département d'enseignement et de recherche en médecine générale à la fac de Nice et avec le CI3P qui m'a proposé de devenir patient partenaire, ce que j'ai tardé à accepter, mais que, in fine, je me loue d'avoir accepté parce que j'ai appris beaucoup de choses depuis et beaucoup de choses avec eux. Je pratique sur le terrain en tandem de partenariat avec une MSP grassoise, la MSP Santifolia, aux côtés du docteur Srafi Lali. Je travaille en enseignement de l'éducation thérapeutique du patient. Je suis également évaluateur dans les examens cliniques observables structurés, ce qu'on appelle les ECOS, auprès des futurs médecins. Et par ailleurs, je travaille au sein comme Maël d'ailleurs, au sein du collectif IES Collab, voilà, Innover ensemble pour enseigner en santé, qui existe depuis plus de 3 ans, sachant que nous faisons tous deux partie des membres cofondateurs, co-réalisateurs et co-producteurs de cette affaire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui une communication à 2 voix qui incarne le cœur de notre projet. En l'occurrence, faire dialoguer les expériences et les savoirs des professionnels de santé et de patients partenaires dans la formation en santé. Nous faisons partie du collectif IES Collab, Innover ensemble, enseigner en santé. Ce collectif existe depuis plus de 3 ans et regroupe enseignants, professionnels de santé, chercheurs de l'Université Côte d'Azur et d'Aix-Marseille à Nice et d'Aix-Marseille Université, patients partenaires et étudiants partenaires. Notre objectif commun, créer une formation à la collaboration interprofessionnelle en santé en partenariat avec les étudiants et les patients. Le partenariat patient se définit comme une relation de collaboration entre patients et professionnels de santé fondée sur la reconnaissance mutuelle des savoirs scientifiques, cliniques, expérientiels. Selon le modèle de Montréal, la référence est Karasivan et al. Et Alumni en 2015, le patient partenaire n'est pas un simple témoin de son vécu, mais un acteur à part entière des soins, de la recherche et de la formation. Ce modèle repose sur des valeurs de réciprocité, d'éthique relationnelle et de co-responsabilité. Il invite à repenser les rapports de pouvoir traditionnels en santé au profit d'une démocratie sanitaire incarnée dans les pratiques pédagogiques et professionnelles. Alors, dans IES Collab, le partenariat, c'est pas un ajout symbolique, c'est vraiment le fondement même de notre démarche. Et on part de l'hypothèse que les patients partenaires contribuent à maintenir le care dans les soins et donc dans la formation. Joanne Tronto, dont vous voyez la photographie, qui est une politologue américaine, définit le care dans son ouvrage Un monde vulnérable pour une politique du care comme, je cite, une activité caractéristique de l'espèce humaine qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, de perpétuer et de réparer notre monde afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes et notre environnement, tout ce que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Le care peut être vu à la fois comme une disposition à être, c'est-à-dire une aptitude, et comme une activité, une pratique concrète, en général socialement reconnue ou instituée. On peut parler notamment du travail des professionnels de santé. Walter Esbin, qui est infirmier de formation et professeur en santé publique, nous rappelle que le malade n'est pas la maladie qu'il a et que notre attention ne doit pas tant être portée sur les tâches à faire dans notre quotidien de professionnel de santé, mais plutôt sur l'autre en tant qu'autre et notre manière d'être en relation avec lui et de l'accompagner dans ce qu'il a à vivre. En tant qu'enseignant en sciences de la santé, notre approche de la formation à la collaboration interprofessionnelle
s'ancre souvent dans des logiques pédagogiques. Cela peut parfois limiter l'attention portée à la relation de soins et au vécu des patients, d'où l'intérêt d'intégrer la perspective des patients partenaires pour enrichir et élargir nos propositions. Depuis 3 ans, il nous a semblé constater de manière empirique que les patients partenaires présents dans le collectif IES Collab contribuaient à construire une éthique du care au sein de notre collectif. Leur présence modifie nos postures, nos mots et notre façon même de penser la pédagogie. Je vais maintenant poursuivre avec quelques mots sur la méthodologie de cette affaire. Donc, pour explorer cette transformation, nous avons proposé un atelier d'écriture inspiré de la médecine de narrative telle que définie par Rita Sharon au sein du collectif. C'est une démarche qui permet de faire un pas de côté par rapport à notre mode de fonctionnement habituel. Nous avons choisi de partir de nos subjectivités respectives pour penser ensemble le collectif, le soin et la formation. Cette parole libre, sensible, n'est pas périphérique. Elle est un levier d'apprentissage, de réflexion et de transformation. Ainsi, pendant 3 heures, nous avons lu et discuté avec 2 professeurs de littérature des textes d'Ursula Le Guin, une autrice de science-fiction que je vous recommande chaleureusement, sur la question de la rencontre et de l'altérité. Puis nous avons écrit pendant 10 minutes en choisissant entre 2 consignes similaires dans leurs objectifs, mais différentes dans leur formulation. La première se décrivait ainsi: évoquez sous la forme qui vous convient un moment de vie marquant pour vous dans votre expérience d'une relation marquée par l'altérité et le partenariat avec les patients et les professionnels de santé selon votre situation dans IES Collab. La seconde consigne, quant à elle, se déroulait ainsi: si je devais raconter ce moment où l'autre, patient, professionnel de santé, étudiant, a déplacé mes repères, m'a invité à voir autrement, à écouter autrement, que dirais-je? Par quels mots ferais-je résonner cette relation tissée dans l'altérité, ce pas de côté, ce trouble fécond, cette construction à plusieurs voix? Les textes ont ensuite été partagés à voix haute. Nous, je parle du collectif, sommes encore en cours d'analyse des textes produits. Néanmoins, nous pouvons déjà dégager certaines tendances dans ces productions. Les 8 textes produits ont été analysés selon 2 approches complémentaires par 3 co-chercheurs. Une analyse inductive générale de Thomas et une analyse phénoménologique selon le modèle de Duquesne pour approcher ce qui se vit, se ressent et se transforme dans l'expérience même. Pour détailler un petit peu la question de l'analyse phénoménologique, je dois vous dire qu'au fil des textes, une expérience commune se dessine, celle d'un déplacement, souvent provoqué par la rencontre avec l'autre, parfois douce, parfois brutale, mais jamais neutre. Quelque chose se fissure alors, une habitude, une certitude, une posture professionnelle trop bien installée, et on se rend compte que l'autre vient troubler, faire vaciller, mais aussi ouvrir. Je cite: je dois d'abord désapprendre si je veux mieux comprendre, mieux entendre. L'altérité, du coup, n'est pas ici un concept. Elle est vécue, ressentie, parfois blessante, souvent féconde. Et surtout, elle l'oblige à s'interroger, à laisser place. On ne soigne plus, on ne forme plus sans être soi-même touché. Je cite: moi qui me sens perpétuellement illégitime, voilà qu'une étudiante me remet à ma place, cette place de soignant. De cette vulnérabilité partagée, un soin réciproque peut émerger. Le partenariat avec les patients devient alors un catalyseur. Il transforme les gestes, les mots, les liens. Il ouvre un espace commun, fragile mais essentiel, où l'on n'ajoute pas seulement un savoir, mais où l'on apprend à se laisser traverser par la rencontre. Je cite, c'est des extraits des textes: une oreille attentive, un soin commun, une communauté de pratique, une envie partagée. Passons dorénavant à l'analyse inductive. Au fil des textes, une autre dimension du soin finit par se dessiner, celle d'un faire qui répare, pas un acte médical ou une procédure ou un protocole, mais une manière d'être en lien, de remettre du sens là où il y avait une rupture, de recoller ce qui avait été blessé.
Je cite, je pense être un roc, tel un solide composé de fragments mobiles, absorbant l'alentour pour en faire un sens. Un prisme transformant les rires ou les souffrances en un arc-en-ciel éclairant ma vie. Le Caire apparaît ici comme une expérience humaine, où les rôles s'effacent au profit d'une présence partagée, sensible et commune. Je cite, une humanité commune, semblable dans ses dissemblances, une humanité singulière, partagée. Le Caire a besoin d'un environnement, une langue commune, du temps et des espaces pour dire autrement. Il s'inscrit dans une tension entre les normes du soin et l'écoute du récit singulier. Je cite à nouveau un verbatim. Une heure plus tard, toujours allongé dans son lit, il regardait attentivement un match de football de l'équipe de France. Je lui ai proposé de le regarder avec lui, ce qu'il accepta. Nous avons pu ainsi critiquer ensemble le jeu de tel ou tel joueur ou encore les erreurs flagrantes et incessantes de l'arbitre. Enfin, les textes révèlent un cadre social contraint, mais où s'élèvent des voix qui ouvrent à la relation, à l'attention, à la possibilité d'une transformation. Je cite à nouveau, pour avoir entendu pendant des années, tu peux, tu dois, il faut. Avancer, faire, se forcer, répondre aux injonctions quoi qu'il en coûte, et puis un jour, au détour d'une rencontre fortuite, sentir la forteresse se fissurer. Merci. Nous avons du coup relevé plusieurs points communs entre ces deux types d'analyse. Premièrement, la rencontre avec l'autre provoque un changement, un déplacement, une remise en question. La vulnérabilité, c'est le deuxième point, la vulnérabilité et l'altérité sont tout à fait centrales. Troisième point, le langage professionnel est un obstacle à dépasser pour une communication commune. Et enfin, la tension entre les normes et les rôles et la possibilité de transformer cela. Il y a quand même quelques différences entre les deux analyses. Dans l'analyse phénoménologique, le focus il est plutôt fait sur le vécu subjectif des personnes et surtout sur la question du désapprentissage des normes construites à la fois dans les rôles de patients et dans les rôles de professionnels de santé. Tandis que du côté de l'analyse inductive, on voit apparaître un focus qui est vraiment sur le lien concret entre patients et professionnels de santé et sur des actions potentiellement réparatrices. Si on fait un focus sur la question de la transformation, l'analyse phénoménologique nous montre finalement que, notamment du côté des professionnels de santé, il y a une fragilisation des certitudes et que la question de l'identité professionnelle ou du patient vient se poser. Alors que du côté de l'analyse inductive, on constate surtout un effacement des rôles au profit d'une humanité partagée. Je vais passer maintenant à la discussion et finalement aux limites de cet exercice. La démarche exploratoire que nous avons menée dans ce projet présente tout à la fois des atouts et des limites. Parmi les forces, nous notons plusieurs points. D'une part, l'écriture narrative donne accès à la subjectivité des participants, révélant ainsi des dimensions habituellement peu accessibles, et fait émerger du même coup des savoirs expérientiels et émotionnels utiles à la compréhension des relations en formation et en soins. Deuxièmement, l'implication des patients partenaires dès la conception et l'animation de l'atelier garantit une co-construction éthique et épistémologique alignée avec les principes du partenariat de soins et de formation. Enfin, la double analyse thématique et croisée thématique et phénoménologique permet un croisement des regards et enrichit la compréhension des résultats, tout en respectant la complexité du matériau. Parmi les limites, ensuite, nous en avons noté deux principales. La première, c'est que l'échantillon restreint et volontairement engagé, composé uniquement des membres du comité de pilotage de IES Collab, limite nécessairement l'exploration, qui devrait être élargie à tout le collectif. En deuxième lieu, la liberté formelle d'écriture induit une grande hétérogénéité des productions narratives. Du point de vue de la validité externe et des comparaisons possibles avec des recherches antérieures, on voit que nos résultats s'inscrivent dans la continuité des travaux sur le partenariat patient et la médecine narrative, qui soulignent les effets de la narration sur la réflexivité,
le décentrement professionnel et la compréhension de l'expérience des patients. Toutefois, rares sont les travaux associant ces approches à une analyse collaborative entre patients et professionnels de santé sur un mode expérientiel. La spécificité de notre projet réside dans le croisement entre écriture narrative et partenariat patient, qui semble renforcer l'émergence d'une éthique du care, mais aussi d'une réflexion partagée sur les pratiques et les postures. La narration peut ainsi révéler des émotions et des tensions, mais ne permet pas toujours de modéliser des processus organisationnels complexes. Parmi les perspectives qui se dégagent, on a plusieurs axes, notamment sur le plan pédagogique et pratique. Le premier, c'est intégrer de manière systématique la médecine narrative et le partenariat patient dans les curricula, en veillant à former les enseignants à ces approches. On peut aussi imaginer développer des espaces de partage et de réflexion sécurisés, et enfin encourager une culture réflexive et collaborative où les voix des patients et des professionnels de santé construisent ensemble une éthique du soin renouvelée. En conclusion, former à la collaboration interprofessionnelle, ce n'est pas seulement apprendre ou enseigner à coopérer. C'est d'abord apprendre à être avec, dans la nuance, dans l'écoute, dans le trouble parfois. Dans notre groupe de coformateurs, c'est aussi expérimenter une manière d'être ensemble, dans la nuance. À travers notre travail collectif, nous avons, sans toujours le nommer, cultivé une forme de care partagée, comme valeur, comme langage commun, qui a nourri notre propre formation de formateurs, de façon informelle, presque en creux. Et pour cela, en tant que patient partenaire, nous devons être là. Pas à la fin du cursus, pas une fois de temps en temps, mais dès la conception, comme partenaire, comme déplaceur de regard, comme autre et alter, permettre aux étudiants d'expérimenter, de vivre peut-être la fissure et la vulnérabilité en situation bienveillante, pour une formation ancrée dans l'humain et dans le soin. Nous vous remercions de votre attention.